Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ici. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Alors nous allons avoir 2h30 pour se parler, se comprendre et réfléchir sur votre vie. Vous avez carte blanche sur Europe 1 et puis Paul et Amandine sont là pour accueillir vos appels au 39 21. Je compte sur vos messages aussi, vos réactions et vos conseils par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et puis vos mails aussi sur le site europe1.fr. Europe 1. Sabrina Philippe. On accueille tout de suite Jamel. Et puis, alors un petit peu plus tard, pour Jamel, Lydia tout de suite, qui est avec nous. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Donc, je m'appelle Lydia, j'ai 51 ans. J'ai divorcé il y a 5 ans à peu près. Oui. Je me suis séparée de mon mari il y a 5 ans. Ça faisait 25 ans que nous étions ensemble. Et depuis, j'ai eu une vie un peu après le divorce. Je suis sortie avec beaucoup d'hommes, plus jeunes que moi à chaque fois, enfin plus jeunes, une dizaine d'années, entre 8 et 10 ans de moins que moi. Et ça ne m'apportait pas grand-chose. J'avais l'impression juste de leur faire plaisir à eux. Pas à vous. Et moi, Pas à vous Lydia. Oui, à moi. Oui. Je me faisais pas plaisir à moi. Je D'accord. leur faisais plaisir, ça me plaisait que ça pouvait. Des gens m'interpellaient dans le train, me prenaient en photo, ils voulaient que je donne mon téléphone quand ils me prenaient en photo, ou dans mes relations amicales. Voilà, moi je vais pas sur les sites, je ne vais pas sur les sites. Et donc j'ai rencontré comme ça quelques hommes pendant quelques années. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de tout arrêter. Donc D'accord. j'ai tout arrêté et j'ai laissé le temps au temps de faire les choses. Et je jouais sur un jeu de culture générale, genre un trivial poursuite sur mon téléphone. Et là, j'ai rencontré, il y a beaucoup de gens qui rencontrent parce qu'il y a quand même une messagerie. Et bon, j'avais arrêté. Donc, et puis, il y a 2-3 mois, il y a un homme avec qui on a eu une conversation. C'était très agréable, très doux, très, très différent de tout ce que je pouvais rencontrer autrement. Et surtout, lui, je le voyais pas. Et là, je le vois demain. Et j'ai très peur parce qu'il a 60 ans. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Et je le vois demain. Il a loué un gîte à Mâcon, près de Mâcon. Et je vais y aller comme ça pour la première fois. Ça fait 2 mois qu'on communique ensemble. D'accord. Et je crois que là, je me fais peur. Qu'est-ce qui vous fait peur, Lydia? Je ne sais pas, son âge. Je ne sais pas comment aborder la chose. J'étais avec des hommes qui avaient moins de 8 ans que moi, à peu près, 8-10 ans. Et là, je me retrouve avec un homme de plus de 8 ans que moi. Même mon mari est plus jeune que moi. Et je ne sais pas, j'ai peur. Ça me fait peur. Est-ce que vous avez déjà vu une photo de cet homme? Oui. D'accord. Donc vous savez à quoi il ressemble, vous connaissez son apparence physique. Oui. Mais bon, le physique n'a jamais été un grand intérêt pour moi, mais c'est pas la photo qui fait la personne. Absolument, Donc, vous avez tout à fait raison. Mais je le vois demain, je pars demain tôt et je vais le retrouver et ça m'inquiète. D'abord, ça m'inquiète, mais pas. C'est le fait d'abord que je l'ai jamais vu. Je suis pas inquiète sur le fait. Enfin, je suis pas inquiète. J'ai pas peur de me faire agresser, ce genre de choses. D'accord. Mais c'est la peur de voir pour la première fois quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que je trouve intelligent, drôle et voilà. Et vous parlez tous les jours? Oui. On échange tous les jours. Oui. Et vous échangez beaucoup sur vos vies, sur... Oui. On échange beaucoup. Donc vous vous connaissez bien, parce qu'en général... Il est d'une gentillesse extrême. Moi, là, j'étais en fait aidé mon père aux Antilles 2 mois
mon ex-beau-père, excusez-moi, 2 mois en Martinique, là, février et mars. Et j'ai attrapé une infection là-bas. J'ai pris 10 kilos suite à un traitement. Et j'ai très peur en plus, parce que ça m'aide pas. Mais bon, il le sait, hein, il n'y a pas de problème. Mais j'assume pas ce nouveau corps que je viens de prendre là en très peu de temps. En 2 mois, bon, le traitement est fini, donc ça devrait se calmer. Mais... D'accord. Donc j'ai peur, voilà. J'ai une peur générale, quoi. Alors finalement, vous avez peur de vous montrer aussi, vous avez peur de le rencontrer. C'est ça. Vous avez peut-être peur aussi de ne pas vous plaire autant. Il est très rassurant, hein. Oui. Il est très rassurant, hein. Il me dit, non, il est très rassurant. Mais c'est une vraie inquiétude, hein. Peut-être que vous avez peur aussi de tomber amoureuse, finalement, on pourrait se poser la question. Et oui, ben c'est aussi la question que je me pose, parce que j'ai vu vraiment beaucoup d'hommes en 5 ans. Et moi, je voulais plus tomber amoureuse, je voulais plus... après mon divorce, j'ai reconstruit ma vie, hein. Je me suis acheté un appartement, j'ai regéré bien mes enfants. J'ai 3 enfants qui sont grands maintenant. Et j'ai tout bien géré, tout ça. Et là, oui, je crois qu'il y a cette dimension-là aussi. Et d'avoir quelqu'un qui est très rassurant, ce que je ne connais pas à part mes parents. Oui. Et j'ai toujours refusé en plus, hein. En fait, tout ce que j'ai refusé auparavant, je l'accepte complètement maintenant. C'est-à-dire d'être rassuré par quelqu'un ? C'est ça. Oui. Et d'accepter d'être rassuré et de me dire que peut-être je vais devoir me lâcher aussi, ne plus... Toutes mes relations auparavant étaient des relations où c'est moi qui gérais la chose. Donc je décidais si ça marchait, je décidais si ça ne marchait pas. Et là, vous pensez que vous avez moins de contrôle, c'est ça ? Ou peut-être que vous en aurez moins. Voilà. Et de me lâcher, c'est pas facile. J'ai très peur de ça. Je pense que je dois le faire. Et honnêtement, je ne sais pas si j'en serais capable. Alors ça, c'est aussi finalement vos sentiments qui vont vous guider. Parce que vous savez, on a peur aussi de ce qu'on ne connaît pas, mais quand on est face à quelqu'un qui nous plaît vraiment, finalement, on se lâche peu à peu sans s'en apercevoir, et puis c'est comme ça que l'histoire débute. Oui, je suis d'accord, mais vais-je pouvoir le faire ? Je sais que la personne en face de moi m'aidera. C'est déjà beaucoup. Mais oui, c'est beaucoup. Mais c'est moi, pour la première fois de ma vie, je vais devoir me lâcher entièrement. Je sais qu'il faut que je le fasse. Alors, mais je suis terrifiée. Alors vous savez, ça prend un petit peu de temps de se lâcher aussi, hein. C'est pas forcément demain que ça va se passer. Déjà demain, c'est vous rencontrer, vous connaître réellement. Oui, on a pris quand même une location, etc. ensemble. D'accord. Donc lui, par contre, il m'a dit, il n'y a pas de souci, on peut, voilà quoi, il peut ne rien se passer. Non, c'est un gentleman. Vraiment très rassurant. Oui. Ah oui, vraiment. C'est une bonne personne, oui. Même tout dans ses écrits, depuis le début, ça est venu comme ça. Il a toujours été très rassurant. En fait, moi qui ne suis jamais inquiète, je suis d'une inquiétude extrême. C'est ça qui m'inquiète aussi. Mais peut-être je ne suis jamais inquiète. Ouais, mais peut-être que c'est une jolie inquiétude, vous voyez, cette fois-ci. Il y a différents types d'inquiétudes. Et là, finalement, vous avez le cœur qui bat aussi. Ouais, un peu, hein. C'est très bizarre pour moi. Là, c'est le début du sentiment amoureux. Des sentiments, oui, mais c'est des sentiments que je n'ai... quelque chose que je n'ai pas connu depuis des années. Mais même avec mon mari, je n'ai pas connu ça. C'est ce qui est encore pire. Et me dire, même avec mon mari, je n'ai pas senti cette façon d'être rassurée, cette façon d'être pour une personne que je ne connais absolument pas. Et comment il vous rassure, cet homme ? Parce que vous parlez beaucoup du fait qu'il vous rassure. Là, par exemple, du fait que j'ai pris beaucoup de poids, je lui ai dit, mais t'inquiète, moi j'ai pris 60 kilos. C'est évidemment que c'est pas vrai. Mais sur beaucoup de choses comme ça, sur beaucoup de détails, il est très fin et c'est... J'ai pas l'habitude du tout. Peut-être que lui aussi, hein, il est très inquiet, vous savez. Vous êtes peut-être deux inquiets.
avant ce Là, rendez-vous? je sais pas, mais il a une façon tellement drôle de rassurer. Voilà, mon inquiétude aussi, c'est que, comme je viens de vous le dire, je n'ai pas l'habitude de ça, pas du tout, pas du tout. De quelqu'un qui gère une situation, de quelqu'un qui propose des choses. Mais en même temps, vous en aviez envie, parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous avez arrêté toutes ces relations, finalement, qui ne vous menaient à Tout à rien. fait. Mm. Oui, oui, qui était... oui, oui, c'est ça, qui était... je peux pas dire toxique, parce que j'avais le choix de dire oui ou non, donc j'ai arrêté très vite. Donc, je n'étais pas envahi parfois il rappelait, etc. Mais c'est facile de couper une relation. Mm. Quand il n'y a pas d'engagement. Il y avait même des hommes qui voulaient s'engager, mais moi, je crois que j'ai toujours refusé l'engagement. Vous n'étiez pas prête à être à nouveau en couple, peut-être aussi. Pas du tout. Et puis là non plus. Là, je suis pas prête du tout. Je suis pas prête, mais... Mais vous en avez envie quand même. Vous en avez envie. Sinon, vous n'auriez pas prévu cette location avec lui. C'est quelques jours. Oui, oui, c'est aussi ce qui est difficile, c'est que je n'ai pas dormi avec un homme depuis 5 ans. Et j'avais les hommes venaient chez moi de façon générale. Et il fallait qu'ils repartent tout le temps. J'étais prête, il fallait qu'ils repartent. Là, j'accepte de dormir avec un homme. Mais c'est assez joli. C'est assez joli. Même si vous êtes inquiète, c'est assez joli. Puis c'est du détail bête, mais j'ai peur de ronfler, j'ai peur de faire des choses que je ne peux pas savoir. Plein de choses que je ne peux pas savoir. Et bon. Vous savez, souvent on a peur comme ça, comme je vous le disais, d'un moment, d'un partage, mais aussi parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis une fois qu'on se retrouve dans la situation, c'est beaucoup plus simple. Et déjà, si c'est simple, ça va signer le début d'une histoire, vous voyez. Souvent, c'est assez fluide. Si vous êtes dans un échange qui vous convient à tous les deux, vous allez oublier ces petits détails-là. Vous aurez qu'une envie, c'est de pouvoir échanger encore et d'être ensemble. Oui, mais tout ça est tellement, tellement nouveau. Et j'ai 50, bientôt 52 là. Et je me dis, un truc comme ça, je ne sais pas si c'est extraordinaire ou ordinaire ou pas ordinaire. Je ne sais pas en fait quelle est la vie des gens à ces âges-là. Je ne sais pas comment sont les gens. Souvent dans l'émission, on entend des femmes désespérées, etc. De pas... Hier, là encore, j'ai écouté tout à l'heure l'émission d'hier, où la femme qui était tombée tout le temps sur des gens négatifs. Et ce qui n'est pas spécialement mon cas. C'est des choix que j'ai faits d'accepter ou pas en fonction de moi. Pas des gens spécialement négatifs. Oui. Des gens qui ne me correspondaient pas, c'est tout. Mais je me suis jamais fait agresser, ni rien du tout. Je me suis jamais senti agressé quand quelqu'un m'abordait. Mais là, c'est tellement différent. Et voilà, c'est pour ça que j'ai peur. Mais déjà, votre peur, elle est tout à fait normale, je crois. Je crois que n'importe qui aurait peur, après comme ça, 2 mois d'échanges intenses, de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, de passer des jours. De quelqu'un surtout. Bah oui, des jours, bah oui, vous l'avez... C'est justement... Avec un échange fluide, oui. Où il me raconte aussi des choses sur sa vie à lui, personnelle, etc. Et enfin, moi je rentre pas trop dans les détails des vies parce que ça m'intéresse pas vraiment de ce qui s'est passé avant dans la vie des gens. Peut-être après, au fur et à mesure des conversations, c'est peut-être intéressant, mais je laisse balancer sa vie comme ça. Le passé, moi ça m'intéresse pas en fait. Et du coup, il m'intéresse pas. Je veux pas poser de questions, c'est ça surtout. Vous voulez pas poser de questions? Mais je pose pas de questions sur le passé des gens. Enfin, je pose des questions sur la personne. Quelle est, en tout cas lui, parce que c'est la première fois que ça m'arrive aussi. Oui. Ce genre d'échange comme ça, épistolaire, et qui mène à quelque chose, puisque je vais le voir.
mais ça m'arrive, je rencontrais les gens en vrai. Donc, cette inquiétude vient de là. Je dis non, mais là, je peux vous poser une question indiscrète. Indiscrète. Comment, non, mais quand j'étais avec des gens un peu plus jeunes, je voudrais bien savoir comment les hommes de 60 ans abordent une relation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent dire ça, ou peut-être que vous avez l'habitude d'entendre ça, mais. C'est-à-dire aborde une relation sexuelle, je parle. Sexuelle ? Oui. Mais là, c'est très différent en fonction des personnes, vous savez. Vous avez des personnes qui ont... Enfin, je sais que c'est différent en fonction des personnes, oui. mais là, j'ai une... La façon de vivre, la façon d'aimer, la façon de gérer sa sexualité, c'est très différent en fonction de la personnalité, de la façon dont on mène sa vie. Face. C'est-à-dire en face. Non, mais j'ai peur aussi que ça se passe pas bien, qu'ils le prennent mal ou ce genre de choses. Je n'y arrive pas, je ne sais pas comment aborder ça en fait. Ça m'est jamais arrivé. Mais je crois qu'il va vous... cette question-là aussi. Oui, tout à fait, mais vous savez, je pense qu'il va vous falloir un petit peu de temps aussi à tous les deux, même si vous avez énormément échangé de façon virtuelle. La relation dans la réalité, elle est toujours différente. Donc il va vous falloir un petit temps d'acclimatation aussi à tous les deux, et vous n'êtes pas obligé de précipiter les choses. Vous pouvez prendre votre temps. Et le temps, justement, d'avoir envie d'être dans les bras l'un de l'autre. C'est pas parce que vous avez échangé comme ça pendant 2 mois. Alors parfois, on tombe dans les bras l'un de l'autre directement. Mais ce n'est pas une obligation. L'idée, c'est que vous ayez un joli moment ensemble, quel qu'il soit. Et puis la sexualité, elle viendra si vous en avez envie chacun. Et c'est le désir qui prime, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ? Oui, le désir, je crois qu'il est là. Hein. Oui. Enfin, je pense. Ça va être une... C'est pas exprimé de façon forte. Hein. C'est pas... Si, il y a du désir, mais les mots sont plus dans la tendresse, dans le rapprochement, dans le désir, que dans la sexualité pure et dure. Bien sûr, c'est tant mieux, parce que ça signe justement le fait que ce monsieur a aussi envie de vivre une véritable relation. Donc, mais franchement, la sexualité, c'est très différent en fonction des personnes. Et le mode de vie aussi, vous savez, vous avez des personnes beaucoup plus jeunes qui justement ont peu d'énergie, et puis d'autres plus âgées qui en ont beaucoup plus. Donc, on peut pas l'anticiper. C'était pas le cas de mes anciens, mais c'était au niveau d'un j'attirais, je pense, sexuellement plus qu'autre chose. Et là, c'est ça, je sais pas, voilà, c'est l'âge c'est pas une barrière, hein, c'est un nouveau, quelque chose de nouveau. Et voilà, cet homme-là m'a parlé petit à petit, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de sexualité ? Alors ça, vous pouvez pas le savoir maintenant. Vous savez, notre mental, il travaille beaucoup. On se pose plein de questions qui n'ont pas forcément lieu d'être à chaque fois. Et l'idée... une relation comme ça. Mais pour l'instant, vous ne savez pas. Pour l'instant, vous ne savez pas, Lydia. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de vivre le moment demain et de voir comment ça se passe. D'accord. Vous voyez, parce que... j'ai pas vraiment le choix. Hein. Bah oui, de toute façon, mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces questions-là, elles n'auront peut-être même pas lieu d'être. Donc, ne vous encombrez pas avec ce genre de questions quand vous en avez écarté-les, essayez de les écarter de votre esprit pour pouvoir... Oui, non, c'est pas une obsession non plus. Hein. Je voulais juste savoir si... Bien sûr, mais... Ça pouvait être compliqué, comment je pouvais gérer la chose, sans vexer. De toute façon, ce sera moi aussi. Hein. Voilà. Mais la peur de l'inconnu comme ça, et oui, ce sera peut-être moi qui... Et peut-être pas, peut-être que vous allez tomber dans les bras l'un de l'autre et que ça va être le début d'une magnifique histoire. Moi, je trouve que votre témoignage est vraiment, vraiment très intéressant. Merci déjà, parce que... C'est un plaisir. Et puis, c'est vraiment bien, parce que, en fait, finalement, vous prenez des risques. Et l'amour, c'est une prise de risque, je trouve. Ah oui, parce que... moi, c'est venu tout doucement, hein, sans vraiment mon désespoir quand à la mi-juin, en fait. Puis les choses se sont un peu précipitées. Il m'a proposé de passer un week-end dans le Morvan. Moi, j'habite en région parisienne.
Et lui, il habite pas dans le Morvan non plus. Donc on était en fait comment dire, le premier rendez-vous c'est entre chez lui et chez moi. Et pour être en terrain connu un peu loin de chez nous, tu penses, voilà. Alors qu'on s'est voir un peu plus tard. Puis au final, ça se passait tellement bien, et puis le week-end là. Donc il m'a dit là, il y a 2 jours, écoute, tu veux pas. Voilà. Et puis il va noter du coup. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Mais j'y vais. J'ai tenté, j'ai dit oui. Oui. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est pas vraiment un nœud, mais je rêve quand même. Ouais, c'est nouveau, c'est comme si, ouais, c'est comme quand on est gamin, quoi. C'est une rencontre un peu, oui, des premiers trucs, étonnants. Alors, ce qui est très intéressant aussi, oui, Lydia, c'est. Pas à ça, en fait. Bah oui, j'entends bien que vous attendiez pas à ça, et c'est ce qui crée votre peur aujourd'hui. Mais c'est aussi intéressant ce que vous nous avez dit, parce que finalement, on peut rencontrer aussi des personnes sur des sites de jeux comme ça, où on pense souvent aux sites de rencontres. En général, c'est tout bête. Hein, oui, mais c'est vrai qu'il y a, finalement, vous voyez, la rencontre, elle peut se faire partout, et ça, je crois que c'est aussi une information intéressante pour nos auditeurs qui sont célibataires et qui se disent parfois, j'ai pas envie d'être sur un site de rencontre. Mais dès lors qu'on est en lien avec les autres, où que ce soit, oui, c'est rien. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on se juge après sur nos performances, hein, parce que ça reste quand même des jeux de performance, de culture générale. Oui, bien sûr. Et puis surtout, vous avez j'ai même fait rencontrer, j'ai même emmené des personnes qui le contact comme ça charnel ne s'est pas passé du tout. Mais j'ai même emmené de petits jeunes un peu, enfin pas de jeunes d'ailleurs, qui jouaient sur le jeu, mais qui étaient un peu asociales. Et qui disaient tout le temps en culture, je sais pas. Du coup, là, il y a 10 jours, et dont un qui avait du mal à sortir chez lui. Et comme il était avec oui, il y a beaucoup de personnes sur ces. Je les ai emmenés à Orsay. Ils étaient hallucinés. Et dit comme ça, au jeu, vous saurez répondre à quelques questions. Je vois quand même que vous êtes déjà très tournée vers vous êtes très très ouverte finalement, et puis très tournée vers l'avenir. Vous avez envie de vivre quand même quelque chose. Vous avez envie de vivre des choses. Je crois que je suis prête en fait. Ah ben là c'est formidable. J'étais pas prête pendant 5-6 ans, mais c'est tombé par hasard. Hein. Moi je ne cherche jamais à personne ni rien. Voilà. Ça serait bien que vous nous teniez au courant justement pour la suite, que vous puissiez nous rappeler. Comment pour ça nous s'est dire. passé Évidemment, ça serait formidable. Ça serait vraiment formidable. Parce que c'est un beau message, vous voyez, d'espoir aussi pour toutes les personnes qui sont célibataires, voilà, qui se disent. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Il y a trop de femmes qui vont sur des sites de rencontres qui sont déçues parce que les hommes, ils vont pour des raisons bien précises. Enfin, ils vont en général pour coucher avec des femmes. Les femmes, ils vont pour trouver le grand amour. Ouais. Et en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si on va sur des sites, alors là, moi, c'est un jeu. Hein, non, mais j'ai bien compris, Lydia, que c'était un jeu. Mais c'est vrai que. Là, on rencontre des gens qui ont des attirants liés au jeu. Ouais. Déjà, il y a bien un lien qui se fait directement. On peut rencontrer sur tous les sites, en fait, hein, quel qu'il soit. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant que vous ayez pu le rencontrer comme ça. Et puis vraiment, tenez-nous au courant. Merci Lydia pour ce joli témoignage. Et tenez-nous au courant de la suite. Vraiment, on aimerait bien savoir. Merci Lydia. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Nous attendons vos appels au 39 21 pour recueillir vos réactions, vos réflexions et même vos conseils.
Europe Sabrina Philippe. Et on accueille tout de suite Alix. Bonsoir Alix. Alix, vous m'entendez? Allô, Alix? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Ah, on a un petit problème d'écho. Europe 1. Sabrina Philippe. Bonsoir Alix. Caroline, pardon. On va y arriver ce soir, c'est compliqué. Je crois qu'Alice n'est pas là. Voilà. Donc, bonsoir Caroline. Oui, c'est Caroline. Oui, oui. Alors, vous nous appelez parce que vous avez été séduite, vous aussi? Oui, vous. Vous aussi, parce que tout à l'heure, on avait Lydia qui était séduite virtuellement. On ne sait pas ce que ça va donner demain. Oui, alors j'ai entendu j'ai pas prêté vraiment une oreille attentionnée, mais j'ai un petit peu entendu, c'est vrai. Mais pas assez pour... Mais effectivement, c'est encore une histoire de séduction et de, et de cœur, comment dire, à recoudre. Bon, alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, moi, je suis un petit peu en état comment dire, je veux dire de confusion. Oui. Alors, je vais reprendre un petit peu avant mon histoire. Là, j'ai 46 ans, mais je suis restée très longtemps avec quelqu'un avec qui ça se passait très bien, mais avec qui on n'a pas pu avoir d'enfants. Et qui a fait que le problème a fait que nous sommes séparés. Ouais, c'était très difficile émotionnellement à gérer. Bon, bref. Et il s'est avéré qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma vie tout de suite après, mais j'ai pas voulu qu'il se passe quoi que ce soit. Enfin, j'étais trop émotionnellement perturbée par cette séparation qui pour moi était trop injuste. Enfin, je trouvais que j'étais un peu la double peine. Oui. Donc pendant 2-3 ans, ce garçon m'a séduit, me téléphonait, m'écrivait. Quand il passait à Paris, on se voyait, mais moi je racontais pas ma vie intime, mais je m'étais dit que ça pouvait être un ami. On avait plein de points communs. 2-3 ans, c'est quand même c'est assez long. C'est assez long, oui. C'est assez long. Donc est arrivé à un moment donné, enfin ce qui est assez récent depuis le début de l'année, ce qui devait arriver, c'est que finalement j'ai été séduite. Entre-temps, j'avais jamais eu d'autres relations. Enfin, j'avais vraiment le cœur meurtri. Et voilà. Enfin, donc j'ai fait confiance à ce garçon. Oui. Enfin, c'est pas un garçon, c'est que c'est un homme qui a 3 enfants, qui est séparé, enfin, qui était dans une histoire aussi un petit peu compliquée. Voilà, je me suis dit qu'à nos âges, avec le temps, on avait fait connaissance et que voilà. Oui. En tout cas, il a été persévérant quand même. Il a été très très persévérant et c'est pour ça que j'ai fait confiance, parce que je me suis dit, il m'avait dit que c'était un coup de foudre, que dans sa vie il n'en avait pas eu tant que ça, qu'il n'y en avait que 2, sa femme, moi, enfin bref. C'est sa persévérance qui m'a qui m'a redonné confiance en l'amour. Et finalement, on vient de passer 4 mois ensemble. Et 4 mois, c'est rien du tout. Et en même temps, c'est beaucoup parce qu'on se découvre dans l'intimité, on se découvre davantage, on se dévoile aussi davantage. Et là, patatras, il m'annonce que sa femme revient au grand galop, lui retend la main et qu'elle s'excuse et qu'elle voudrait bien recommencer quelque chose et qu'il a accepté la main tendue. Mais qu'il n'a pas de sentiments amoureux, il n'a pas de désir, mais que c'est la mère de ses enfants, qu'il faut redonner une chance à cette histoire, mais que c'est moi qui l'aime et que quelque part il veut me garder sous le coude, quoi. Et moi je suis estomaquée. D'accord. Donc ce qu'il vous propose finalement, c'est garder cette relation qu'il a avec vous tout en retournant avec sa femme. Alors, j'ai pas le sentiment, non, qu'il veut garder cette relation, pas sexuelle en tout cas, enfin pas physique, pas amoureuse, mais peut-être amicale dans un premier temps, enfin de garder le contact, voilà. D'accord. Il a été clair sur ça, que non, il ne mélangerait pas les deux, enfin voilà, mais qu'il donnait 6 mois à
son ex-couple, enfin son futur couple, enfin cette relation, pour voir s'il y a quelque chose qui émergeait ou pas. Et moi, je suis assez éberluée. Je me dis, mais j'ai quand même un homme qui a vécu pendant X années sans cette personne. Et enfin, je sais pas quelles sont les contraintes qui s'imposent. Enfin, je suis un peu surprise. Je me dis, on a passé 3 ans de séduction. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est vrai. C'est vrai. Et 4 mois qui étaient intenses, qui ont fait qu'on a révélé quand même nos sentiments. Enfin, voilà, on commençait à s'amuser, voilà, s'amuser, à être complices, à installer des choses. Et là, tout d'un coup, patatras, il a été honnête, en me disant que je ne serais pas la maîtresse ou quoi que ce soit, mais que quand même, si ça marchait pas, je pouvais l'attendre si je voulais. D'accord. Il vous a expliqué un petit peu pourquoi il retentait comme ça l'aventure avec sa femme? Il a été plus explicite sur les raisons? Déjà, c'est la mère de ses enfants. Premier argument. Oui. Deuxième argument, ils ont fait beaucoup de choses ensemble puisqu'ils ont vécu 20 ans ensemble. Troisième argument, c'est moi qui le déduis, c'est peut-être confortable, c'est peut-être les schémas familiaux, sociaux, religieux, ça c'est moi qui déduis. Mais les 2 arguments, c'est que c'est une personne avec qui il a fait beaucoup de choses pendant 20 ans évidemment, et puis avec qui il a eu des enfants, donc c'est un petit enfant. Voilà. D'accord. Non, j'en sais pas plus. J'ai jamais posé de questions sur cette femme. Enfin, moi, j'ai toujours voulu aller de l'avant, construire quelque chose entre nous, et j'ai jamais. Oui, puis en même temps, elle n'était pas présente pendant ces 3 ans-là. Il devait pas vous en parler vraiment. Non, on n'en parlait pas. Voilà. Juste, j'ai juste suivi les conditions de la séparation, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre et que voilà, mais que là, elle était revenue s'excuser. Et, enfin. Bon, c'est simplement, moi j'ai été un peu dure en disant que oui, simplement elle a rencontré quelqu'un qui était marié, qui n'a pas voulu divorcer, mais donc du coup elle se retrouve toute seule et un peu le bec dans l'eau, et donc elle revient voir son mari, quoi. Et s'il avait été disponible, l'homme avec qui elle a eu cette relation, où il n'avait pas été s'il avait été disponible, peut-être que, sûrement elle ne serait pas revenue, voilà. Oui, certainement. Certainement. Alors peut-être que de son côté aussi, finalement, il a été aussi blessé dans son amour-propre quand elle est partie. On peut facilement l'imaginer quand même. Oui, ça j'imagine aisément. Et le fait qu'elle revienne, il a l'impression peut-être que ça vient réparer quelque chose. Et c'est pour ça j'ai l'impression qu'il me dit, c'est vrai que la semaine dernière il me disait elle s'est jamais excusée, là cette semaine il me dit elle s'est excusée. Donc finalement, ce retour, il pense que ça va réparer la blessure qu'il a eue quand elle est partie pour quelqu'un d'autre, parce que c'est toujours terrible quand quelqu'un vous quitte pour une autre personne. Mais en réalité, c'est rarement le cas. Vous savez, on a cette impression, mais c'est rarement le cas. Ça veut dire que ce couple, il ne fonctionnait pas certainement très bien. Mais moi, c'est ce que je pense. C'est que de toute façon, à un moment donné, quand dans un couple, il y a une trahison, si sexuellement on va chercher quelque chose ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et la communication, essentiellement la communication déjà. Certainement. Certainement. Et puis peut-être aussi des sentiments qui s'étaient émoussés au bout de 20 ans. On peut avoir tendance aussi à s'oublier dans des couples qui durent comme ça. Voilà. 3 enfants, le travail, les contraintes matérielles, j'entends tout ça. Mais moi, ce qui m'épate, c'est qu'il puisse y croire. Moi, j'y crois pas du tout, mais en même temps, dans la vie, on est tous capables de se mentir à soi-même. Et du coup, mais je me dis, mais moi, je suis capable de l'attendre en plus. C'est ça qui me fait peur. Vous, c'est ce que vous pensez? Vous dites, je vais l'attendre? Et je me suis dit ça, je suis capable de l'attendre. Et puis après, je me suis dit, mais 6 mois, il m'annonce 6 mois, mais en réalité, ça sera jamais 6 mois, ça sera 1 an, 2 ans, parce que de toute façon, 6 mois, c'est rien du tout. Il y a les vacances qui arrivent, il y a les fêtes, 6 mois, c'est absolument rien. Ça veut pas dire grand-chose. Vous savez, ce genre de délai comme ça veut rien dire. On est dans l'émotionnel. L'émotionnel, ça n'a pas de délai. Donc, voilà. Aussi donc, bien. Il m'annonce 6 mois. Mais finalement, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'ai 46 ans, j'ai vécu des histoires d'amour, je sais que 6 mois c'est rien dans le temps de l'amour,
Voilà. Et donc du coup, je me sens un peu. Je me dis, on était dans quelque chose qui était très joli, très beau. On construisait quelque chose où j'étais, comment dire, moi, j'ai pas d'enfant, comme je vous expliquais. Je me suis dit, bon, j'accepte une relation. Déjà, j'ai mis du temps à accepter une relation avec un homme qui, lui, a des enfants. Oui. Donc, c'est pas rien. C'est que c'était un pas aussi pour moi. Et tout d'un coup, mais ça s'est fait. Je vous assure, on a passé 3 jours ensemble. Et 2 jours après, il m'a annoncé que sa femme lui tendait la main. Je dis, mais c'est pas possible, tu l'as pas senti avant. C'est inconcevable. Comme je dis, on peut prendre une décision en 2 jours comme ça. Moi, je pense que vraiment, il veut réparer quelque chose chez lui en retournant comme ça avec sa femme. Je suis pas très sûre, évidemment, que ça va réparer quoi que ce soit. Hein. Si ça ne fonctionnait pas vraiment avant, les dysfonctionnements vont apparaître assez vite, et puis certainement aussi des ressentiments, parce que là il va se retrouver avec une femme qui a vécu elle aussi une autre histoire. Non. Donc ça n'a pas fonctionné, donc il a été mise, il y a des frustrations probablement. Certainement. Maintenant, vous de votre côté, je sais pas si c'est vraiment une très bonne chose que de lui dire je vais t'attendre. Ah non, mais ça non, je lui ai pas dit. Je vais pas lui dire oui, bien sûr, je vais t'attendre. Je lui ai dit non, mais je vais pas t'attendre. Mais au fond de moi, je me suis dit, mais j'en suis capable. Non, évidemment que j'ai pas dit que oui, bien sûr, je t'attends, mon chéri. Mais peut-être, qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez que vous êtes capable, vous, de tourner la page ? Vraiment ? De cet homme, mais finalement, là, j'en suis de bec dans l'eau. Enfin, j'en suis les pattes coupées. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire, on était dans le plein, épanouissement de notre relation. On était c'est la période la plus, c'est les premiers mois, donc la grande découverte. C'est forcément les plus beaux moments. Enfin, et finalement, elle a déjà mis un gros coup de couteau dedans, quoi. Oui. Et en même temps, c'est un homme charmant, et tout ça. Comme tout un chacun, il a des défauts que j'ai vus, que je suis en train de découvrir. Et c'est ce que je disais. Je lui disais, mais moi, j'habite Paris, je descends dans la rue, des hommes, il y en a 3 dans chaque bar. Enfin, mais l'amour, il n'est pas à chaque coin de rue. J'ai mis 3 ans, on a mis 3 ans pour se séduire, pour faire connaissance. Ces 3 ans-là, ça a été aussi un temps de réparation pour vous, parce que pendant ces 3 ans-là, finalement, vous vous êtes reconstruite petit à petit, certainement. Non, c'est certain. Donc et cette histoire, probablement, et cette histoire vous a permis de vous reconstruire, certainement. Il se passait rien, mais c'était juste faire de la confiance en un homme de nouveau et réinstaller du dialogue et voilà. Oui, et puis un homme à qui vous plaisiez aussi, c'est important. C'est important. Peut-être Caroline que il va falloir être assez ferme finalement avec lui pour le faire réfléchir, parce que s'il a peur de vous perdre, peut-être que ça va ça peut peut-être donner une issue plus favorable à votre histoire. S'il n'est pas dans la peur de vous perdre, dans ce cas-là c'est plus compliqué, vous voyez. Là, il a fait le choix de retendre la main à sa femme, donc c'est qu'il n'a pas eu peur de me perdre. C'est sûr, mais peut-être se dit-il aussi que finalement, parce que vous m'avez dit, je ne lui ai pas dit que j'allais l'attendre, mais peut-être qu'il le sent au fond de lui, peut-être qu'il sent cet amour que vous avez pour lui, vous voyez. Oui, il sent l'amour que j'ai pour lui, mais il m'a dit, écoute, je vais de toute façon continuer à communiquer, tu en feras ce que tu en voudras. Donc, bien sûr que je lui ai dit que j'étais blessée, que tout ce qu'on avait construit c'était dommage, que évidemment que j'étais triste et que tout ça. Mais non, mais quand il faut que je sois ferme, je le suis. Et je lui ai dit, mais je vais pas t'attendre, quoi, c'est pas possible. Non, je pense qu'il a fait le choix de me perdre. Enfin, il a fait le choix de redonner une chance à son couple. Il l'a dit clairement, quoi. Bon, il a été honnête, ce qui va vous permettre vous aussi, ce qui est quand même très important,
Parce que vous, ça va vous permettre aussi de vous positionner. Donc ça, c'est pas négligeable pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, mais ça veut dire que vous, finalement, vous allez pouvoir aussi fermer peut-être la porte de cette histoire, en tout cas pour l'instant. Bon, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais pour l'instant, en tout cas. Vous voyez, parce que si vous n'avez pas dit la vérité, s'il avait joué sur les deux tableaux, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour vous. Donc il est assez honnête, c'est ça qui compte. Oui, il est très honnête. Ça, il n'y a pas de doute. Il a été très clair. Moi, je pense qu'il était très perturbé depuis quelque temps et que je l'ai senti. Et je l'ai un peu titillé. Et qu'il a dû faire un choix rapide. Je pense que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est encore plus ferme que moi. Moi, j'ai que 4 mois voilà, j'ai pas d'enfant, il n'y a pas d'enjeu, les enjeux sont différents. Bien sûr. Mais peut-être que la vie va tourner différemment, vous savez. On ne sait pas. Peut-être que finalement, ce retour avec sa femme va être très bref. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura... Oui. Moi, je me dis qu'il y a quelque part, il choisit le confort, quoi. Il revient dans des schémas qu'il connaît, la vie de famille, il revient à la maison familiale. Je sais pas, je me dis que finalement... Alors, il y a Anne, là, on vient de recevoir un SMS qui nous dit « Il me semble très curieux que la femme de ce monsieur revienne alors qu'il s'apprêtait à refaire sa vie. » C'est aussi intéressant, ça. C'est-à-dire que finalement, elle l'a laissé... Ouais, elle l'a senti. Elle l'a senti. Elle l'a senti, c'est clair. C'est clair. Donc, de son côté, elle s'est dit, voilà, là, je vais le perdre vraiment. Là, évidemment, oui. Oui. Non, ça, c'est sûr que les femmes ont un 6e sens, ça, c'est certain. C'est pas pour rien qu'elle est arrivée maintenant. Oui. Mais je vous dis, peut-être qu'une fois qu'il aura réparé ce qu'il avait à réparer, il va s'en mordre les doigts. Parce que vous étiez quand même... Enfin voilà, on ne parle pas d'une petite amourette entre vous quand même. 3 ans de cours acharnés, un début d'histoire de 4 mois, certes, mais en vous connaissant vraiment bien. Donc, donc il y avait vraiment des sentiments. Oui, il y avait vraiment des sentiments. Et il en est totalement penaud. Et il ne voudrait pas, quelque part, me perdre en tant qu'amie, quoi. Mais... moi, je suis un peu... là, je suis blessée, quoi. Bien sûr. Donc, bien sûr, et puis... en tant qu'amie... bien sûr. Et puis, en tant qu'amie, vous n'allez pas écouter les histoires qu'il peut avoir avec sa propre femme. Enfin, ça ne tient pas. C'est ce que j'allais vous dire. Je ne suis pas l'amie du couple, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, finalement, le silence radio est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous, en tout cas. Ouais. Je trouve ça incroyable. Et enfin, voilà, il n'y a pas d'âge, mais à 50 ans, je me dis, mais c'est pas possible. Comment il n'est pas conscient que... Pour moi, il va droit dans le mur, comme vous êtes en train de dire. Enfin, j'avais pas les mots. Il est en train de réparer quelque chose. Mais pour moi, c'est évident qu'il va droit dans le mur. Il va mettre peut-être... il va pas mettre 6 mois, mais il va en mettre 2 ans. Mais ça va droit dans le mur. Écoutez, seule la vie pourra le dire en tout cas, Caroline. Le principal aussi pour vous, c'est de pas arrêter votre vie. Parce que vous avez déjà mis... Alors, pendant ces 3 ans, là, finalement, vous êtes reconstruite. Vous venez de vivre, 4 mois d'amour, certes, mais vous êtes reconstruite, vous êtes en tout cas prête à aimer quelqu'un d'autre quand même si ça prendra un peu de temps peut-être pour l'oublier dans un... Voilà. Mais l'idée, c'est vous de ne pas arrêter votre vie. Ouais. Ben oui. Pour les femmes, pour ça, on est un peu... il faut toujours un temps, il faut un temps pour absorber là une information comme celle-là et puis pour oublier, c'est certain. Mais vous pourrez vivre aussi autre chose. Oui, mais c'est le problème de la confiance. Là, pour le coup, la confiance en prend un coup. Oui. Bon, en même temps, je vous dis, la confiance en prend un coup, c'est vrai, mais il a été honnête. Donc, voilà. L'amitié n'étant pas, comme vous le disiez, je crois, une bonne idée. Non. Bon. Bon, mais merci.
Merci Caroline pour ce témoignage. Et puis j'espère sincèrement que pour vous, voilà, vous arriverez à peut-être à laisser passer un peu de temps. Et puis on ne sait pas, vous savez, ce qui va se passer là, peut-être avant 6 mois. Hein, avant 6 mois. S'il est dans le regret. On verra. Bien. Merci beaucoup Caroline Merci. pour cet appel et ce témoignage. Merci. Merci bien. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous. Europe 1. Sabrina Philippe. Pour parler à Sabrina Philippe, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et tout de suite, on accueille Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Voilà, je vous téléphone parce qu'en ce moment ça va pas du tout. Je pleure beaucoup et je pense tout le temps au suicide. Et là en ce moment j'ai tellement de problèmes que je vais commencer par le plus celui qui me chagrine en ce moment, c'est parce que c'est bientôt la fête des mères. Et moi j'ai coupé tous les ponts avec ma mère depuis 2004. D'accord. Et je ne l'ai pas vue physiquement depuis 22 ans. Il faut dire que ma mère, elle est en Inde. Moi, je vis en France. Oui. Et ici, en France, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis. Et je suis toute seule. Et donc, quand j'ai coupé les ponts il y a 10 ans, c'est que il y avait un gros problème, c'est-à-dire que ma mère, parce que vous savez, en Inde, les mariages sont arrangés, c'est la famille qui cherche un mari pour la fille, donc elle a fait son devoir de parent, et moi, je n'étais pas d'accord. Et je me suis fâchée sec. Je dis, je veux plus que tu te mêles de tous ces problèmes-là. Je suis adulte et puis je suis capable de trouver quelqu'un pour moi-même. Et pour le moment, de toute façon, j'ai pas envie de me marier. Et je lui ai dit ça. Donc, on a coupé les ponts comme ça, brutalement. Et donc, depuis 22 ans, je l'ai pas vu. Et depuis 10 ans, j'ai coupé tous les ponts. J'ai vécu tous ces temps-là. Bon, j'ai fait des études, j'ai travaillé. Bon, là, j'ai perdu mon boulot. Je suis de nouveau au chômage. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, Emma ? Moi, j'ai fait Bac plus 5 en anglais. D'accord. Et qu'est-ce que vous aviez comme travail, alors ? J'ai été prof. J'ai été prof pendant quelques temps, mais malheureusement, j'ai été victime de harcèlement moral. J'ai perdu mon boulot. C'est-à-dire que j'ai été reçue au concours du CAPES, mais comme j'étais victime de harcèlement moral, je n'étais pas très appréciée par mes collègues. Bon, ils se sont arrangés pour faire une conspiration et pour que je sois virée de l'éducation nationale. Donc j'ai perdu mon boulot et donc depuis je fais rien de mes journées, je pleure tout le temps, je pense tout le temps à mes problèmes et D'accord. Je vis comme ça. Et vous vous faites aider ? Vous vous êtes suivie par quelqu'un ? Pendant quelque temps, j'ai été suivie par un psychiatre, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté. Pourquoi vous avez arrêté ? Je sais pas, je trouvais que ça ne m'apportait pas grand-chose. Je pleure tout le temps et je raconte ma vie, c'est toujours la même chose et ça ne me plaisait pas, quoi. D'accord. Et là, depuis, ce qui m'a vraiment chagrinée, c'est ces derniers jours, c'est qu'il y a 3 jours, ça peut paraître anodin comme ça, mais on a appris la mort de l'acteur Roger Moore. Oui. Or, il se trouve que Roger Moore, c'est la star préférée de ma mère. D'accord. Elle le trouvait beau, tout ça. Et puis, Roger Moore et ma mère ont le même âge. Donc, voilà. Donc, ça vous a fait peur aussi pour que... Oui, voilà. Ça m'a fait peur. Et depuis 3 jours, je suis pas bien du tout. Je me dis, voilà, j'ai coupé tous les ponts. Qu'est-ce qu'elle devient, ma mère ? Est-ce qu'elle est toujours vivante ? Vous avez des frères et sœurs, Emma ? Oui, j'ai des frères et sœurs, mais ils m'ont tous lâché. Ils ne m'aiment pas. Et ils m'ont maltraité. Ils ont
la famille. Je suis un peu aussi victime de ce genre de conspiration au niveau de ma propre famille. Et ma mère, elle n'a pas été capable, si vous voulez, de contrecarrer tout ça. Et elle a laissé faire. Et je lui en veux beaucoup de ne pas m'avoir aidée au niveau de mes frères et sœurs. Et voilà. Et ses frères et sœurs, ils sont en France, ils sont en Inde? Ils sont tous en France et ils sont tous mariés, ils sont installés. Et ils ne voulaient pas que je me marie de leur côté, parce que si j'avais un mari, ils prendraient ma défense. Et donc là, tant que je suis célibataire, eux, ça les arrange, ça arrange mes frères, comme ça ils peuvent me maltraiter. Je suis une fille, eux, ce sont des garçons. Donc, il y a ce problème-là aussi. D'accord, mais vous ne les voyez pas? Vous ne les voyez plus? Non, ça fait 22 ans que je ne vois plus personne, là. D'accord. Physiquement, je ne les sais pas plus. Ça devenait impossible, la cohabitation était impossible, et donc j'ai tout fait pour partir. Et là, depuis la mort de l'acteur Roger Moore, il a le même âge que ma mère, et quand j'ai vu ça, je me dis, oh là là, si elle aussi, elle s'en va comme ça, je ne l'aurais pas vue. Et puis bientôt, c'est la fête des mères aussi. Oui. Dans 2 jours. Et là, quand je vois tout le monde offrir des fleurs, des choses comme ça, je me dis, mais moi, j'ai coupé tous les ponts depuis 10 ans et je ne sais même pas si elle en vit. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est la fête des mères qui approche, qui m'a complètement saboté le moral. Je pleure depuis 2 jours, je suis pas bien du tout. Je pense au suicide. Je suis pas bien du tout. Emma. Oui. Bon. Déjà, il faut vraiment prendre conscience de quelque chose. C'est que même si vous n'avez pas parlé à votre mère depuis longtemps, d'accord, il n'est jamais trop tard pour reprendre contact. Donc là, vous avez finalement très envie de prendre contact avec elle, quoi qu'il soit passé avant. Et je ne sais pas si elle est toujours vivante, c'est ça le problème. D'accord, mais vous savez comment la contacter? J'ai l'adresse, j'ai le numéro de téléphone. D'accord, donc vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Eh bien, il faut le faire alors. Il faut le faire. Et si ça se trouve, vous savez, avec le temps qui est passé, les choses s'oublient, les choses se tassent, et l'essentiel peut-être sera là. Donc il faut le tenter, Emma. Parce qu'on sent bien là que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et peut-être qu'elle en a besoin, elle aussi. Oui, c'est la fête des mères. Oui. C'est peut-être le moment depuis 10 ans que j'ai coupé tous les contacts. Et j'ai pas reçu de lettres. J'ai coupé tous les ponts depuis 10 ans. Je le comprends. Alors, c'est très compliqué parce que peut-être que vous auriez souhaité, vous aussi, avoir des nouvelles, hein, malgré tout. Oui. Et ça ne s'est pas fait. Non, ça ne s'est jamais fait. Néanmoins, vous pouvez quand même essayer. Oui. Vous verrez bien quel sera l'accueil. Et on ne sait jamais, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver. Parce que manifestement, vous avez besoin de ces retrouvailles. Oui. Oui. Et puis, il y a tout le mois d'avril, j'étais à l'hôpital psychiatrique. D'accord. Et parce que je n'allais pas bien. Et donc, j'avais vu mon médecin généraliste. Je lui ai dit, ça va pas bien, je pense au suicide, tout ça. Et lui, il a dit que j'étais en péril imminent. Et il m'a envoyée à l'hôpital psychiatrique. Et donc, j'ai passé 23 jours à l'hôpital psychiatrique. Je lui ai dit, je suis rentrée le lundi 10 avril et je suis sortie le jeudi 4 mai. D'accord. Donc, j'ai passé là, ça s'est pas très bien passé à l'hôpital parce que comme je prépare des concours, j'avais préparé des concours et je devais les passer le 20 et le 21 avril. C'est le concours de professeur des écoles. Mais malheureusement, les psychiatres et à l'hôpital, ils m'ont dit non, vous êtes trop fragile, c'est pas le moment. C'est peut-être pas encore le moment. Oui. Ouais, il fallait passer encore un petit peu de temps. Et moi, je vous trouve encore... D'ailleurs, on a des auditeurs là qui nous envoient des SMS qui sont touchés par votre témoignage. Et je vous trouve encore fragile, là. Hein, je pleure facilement devant tout le monde. Donc je pense que ça serait bien, Emma, que vous retourniez voir votre médecin généraliste,
si vous avez confiance en lui, parce que j'ai cru comprendre que le psychiatre, vous ne le voyez plus, mais c'est lui qui vous a conseillé, en tout cas, d'aller à l'hôpital. Et peut-être que vous êtes sorti un peu tôt, parce que là, je vous sens très fragile encore. Oui, oui. Moi, je pense que ça serait bien que vous preniez contact avec votre médecin le plus vite possible. D'accord. D'accord, c'est vraiment ce qu'il faut faire, là. Et puis, appelez votre maman. Mais je pense que là, alors, soit votre traitement, il n'est pas adapté, parce que... Non, là, j'ai pris le nouveau traitement, il n'est pas du tout adapté. Voilà. Je suis très énervée, là. Avant, je prenais le thiapridal et des choses comme ça. Et on l'a supprimé. Et là, on m'a mis du Aldol et... Ça va pas du tout. Non. Je suis très énervée. Oui, je vois bien que. Oui. Et puis normalement, si un traitement, est bien prescrit, bien adapté, vous ne devriez pas avoir toutes ces pensées noires. D'accord. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le traitement. Donc la première chose à faire, c'est de retourner voir votre médecin généraliste parce que vous avez confiance en lui. Et puis peut-être qu'il va décider, en tout cas certainement de changer votre traitement, ou en tout cas peut-être aussi de vous dire de retourner un petit peu aussi en milieu hospitalier pour reprendre des forces, parce que être seul comme ça chez vous, c'est peut-être pas une bonne solution. D'accord. Et quand vous aurez repris un peu de force, voilà, on a des SMS qui nous arrivent là, qui disent justement, Michel dit, vous êtes professeur d'anglais, vous pourriez aussi donner des cours d'anglais à distance. Voilà, vous pourriez postuler dans le privé, mais pour tout ça, il faut aller bien. Oui. Mais là, c'est pas le cas. Oui. D'accord. D'accord. Et pour ma mère, je dois la contacter. Oui, je pense. Essayez de la contacter. Peut-être que, vous savez, quand le temps passe comme ça, je vous dis, les rancœurs se dissipent et puis parfois on peut se retrouver. Mais essayez de le faire. J'ai peur pour mes frères et sœurs qui, eux, ils doivent jamais me pardonner, ils doivent de nouveau m'attaquer, ils doivent tout de suite commencer la guerre, là. Écoutez, pour l'instant, on parle de votre maman qui est âgée, et qui serait peut-être très heureuse d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, vous ne le saurez que si vous l'appelez. D'accord ? Bon. J'espère qu'elle est toujours en vie. Oui. Je n'ai pas... Certainement que vos frères et sœurs vous auraient prévenu, Emma. Vos frères et sœurs vous auraient normalement prévenu quand même pour un fait aussi grave. Oui, mais eux, ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas d'adresse, mon numéro de téléphone, donc eux non plus, ils ne peuvent pas me contacter si un malheur devait arriver. Bon, appelez-la. D'accord. Appelez-la. Et sinon, qu'est-ce qu'ils disent les auditeurs Justement, ils disent justement qu'il faut que vous l'appeliez. Là, je vois un message de Christine qui dit il vaut mieux tenter quelque chose que de regretter de n'avoir rien fait. Vous voyez ? D'accord. Oui. Bon. D'accord. Et puis surtout, appelez votre médecin au plus vite. D'accord. D'accord. Ok. Bon courage, Emma. Vraiment bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Sabrina Philippe, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et tout de suite, on accueille Alix. Oui, bonsoir. Vous voilà revenu, Alix. Oui, mais il y a eu, je sais plus quoi. On a appelé Alix, Caroline, en fait. Bref, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez là. Voilà, c'est ça. Bon, je pense que vous avez dû lire ma fiche où on vous a fait un résumé de la situation. Oui. Non ? Oui, tout à fait. Voilà. Mais expliquez-nous ce qui se passe pour vous. J'ai vécu avec mon deuxième mari pendant 35 ans. Puis il y a eu un clash. Mon mari m'a trompée. J'ai voulu divorcer. Bon, bref, divorce qui a duré 4 ans. Bref. Et puis, évidemment, comme c'est un monsieur qui a 72 ans, il avait évidemment pris une jeunette et puis ça n'a pas marché, et puis il est revenu vers moi. Bref. Et puis on s'est vus, on s'est revus. Nous habitons dans la même ville, petite ville dans le sud de la France. D'accord. D'ailleurs, ça s'entend certainement mon accent. Et donc, moi, je dois l'aimer encore, ou j'ai beaucoup d'affection pour lui. Le problème, c'est que je m'aperçois depuis quelques mois qu'en fait, c'est un profiteur, en fait, quoi. Parce qu'il me dit qu'il a des problèmes d'argent, donc est-ce que je peux le dépanner, est-ce que je peux lui faire les courses. Bon, c'est un monsieur qui avait
eu une très belle vie, puis il a eu des revers de fortune. Oui. Ensuite, le divorce lui a coûté très cher, évidemment. Et puis là, maintenant, il se trouve fort démuni. D'accord. Donc, son leitmotiv, si vous voulez, c'est je ne veux pas vivre, je ne veux pas finir ma vie tout seul, mais je veux. Il serait bien que nous revivions ensemble, parce que moi, je suis dans mon appartement, lui, il est chez lui, et on se voit. Là, on se voyait pratiquement tous les jours. Je descendais chez lui pour je faisais des courses, bref. Et puis il me dit, mais ça serait bien qu'on revive ensemble parce que nous partagerions les frais. Tu m'aiderais à payer mes dettes. D'accord, c'est charmant, c'est charmant ce que vous nous racontez, Alix. Il y a beaucoup d'affection là-dedans, beaucoup d'amour. Ouais. Et donc, si ce n'est pas toi, de toute façon, je sais à qui m'adresser parce que j'ai laissé pour toi des opportunités de femmes qui avaient les moyens, bref. Moi, je lui dis, écoute, si vraiment tu peux les rattraper, vas-y, surtout ne te gêne pas. Mais non, c'est toi que je veux, bref. Et puis là, ces 3 derniers jours, plus de nouvelles. Il est parti, une escapade, je ne sais où. Et puis, il m'envoie des textos me disant, mais je vais revenir parce que je n'ai plus d'argent, je vais revenir. Donc, il faut absolument que tu réfléchisses. Il faut que tu vendes ton appartement, que tu vendes ta voiture pour me renflouer. Voilà. Mais je t'aime, mais ceci, mais cela. Il a peur de rien quand même, votre ex-mari là. Non, il a vraiment. C'est là que je le découvre parce que c'est un homme intelligent que j'ai beaucoup aimé. Mais là, je me demande, si vous voulez, si ce n'est pas l'habitude en fait qui me. Moi, je suis seule, je n'ai personne, je vis seule. D'ailleurs, j'ai 67 ans et je commence à la solitude, ça ne me va plus du tout. Mais revivre avec lui, ça, c'est hors de question. Mais dès que je le vois et qu'il me fait ses yeux de chien battu, ça y est, je me laisse entraîner. Nous n'avons absolument aucune relation intime, rien du tout. Nous avons de l'affection. Bonjour, j'arrive, j'ai fait des courses, je fais à manger, et puis moi le soir je reviens chez moi. Voilà. Donc je voudrais savoir, vous avec votre expérience, je voudrais savoir pourquoi j'agis de cette façon. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de la solitude? Mais le soir, je suis quand même chez moi. J'ai des amies femmes. Je sors, je suis quelqu'un de très vivant. Je suis en principe quelqu'un de fort. Parce que c'est moi qui coupait, qui tranchait, qui avait des idées. Bref, nous avons eu une très belle vie. Mais là, je suis d'une faiblesse affligeante, quoi. J'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi j'agis de la sorte. Voilà. Alors, Alix, vous vous rendez bien compte quand même de ce qui se passe là, hein. Vous n'êtes pas aveugle dans ce que vous racontez. Hein. Non, je ne suis pas aveugle. Parce que là, il y a de la manipulation dans son attitude quand même. Voilà, c'est ce que me disent mes amis. Elles me disent, mais arrête de te faire manipuler. Il sait comment te prendre. Et puis voilà. Mais si vous voulez, dès que je le vois, ça y est. Et pourtant, nous n'avons pas de relation intime. Hein. Voilà, voilà, je me sens investie de je ne sais trop quoi d'ailleurs. Hein. Je trouve ça en devient ridicule. Voilà. Alors, vous avez passé 35 ans avec cet homme. Oui, absolument. Bon, donc et 35 ans, c'est beaucoup, hein, quand même. C'est beaucoup, oui. Bon, tout à fait. Donc et puis il vous plaisait manifestement, vous l'avez beaucoup aimé. Vous l'avez beaucoup aimé et vous le dites vous-même, voilà, vous l'aimez encore. Je ne sais. J'ai beaucoup d'affection pour lui et je ne supporterai pas, si vous voulez, que de le voir avec quelqu'un d'autre. Ça, je ne le supporterai pas. C'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui vous fait
qui vous rend... De toute façon, comme je ne me décide pas, puis de toute façon, j'ai ma famille aussi qui est derrière moi, qui n'est absolument pas... Bon, j'ai des filles qui ne sont pas de lui, hein, j'ai des filles de 47 ans et 43 ans, et qui ne veulent plus en entendre parler. Donc, si vous voulez, là déjà, il y a une barrière, hein, c'est même pas la peine. Parce que je suis quand même allée en hôpital psychiatrique quand j'ai su qu'il m'avait trompée. Enfin bon, ça a été quand même assez hard, hein, il m'en a fait quand même pas mal. Mais donc, bon. Oui, donc ça fait quand même un moment que cet homme-là vous fait du mal. Eh ben oui. Depuis qu'il a eu depuis qu'il a fait cette escapade, ça a été la guerre pour le divorce. Et puis il est revenu tout penaud parce qu'il a bien vu que ça ne marchait pas, hein, avec quelqu'un de 25 ans de moins. Bon, voilà. Et puis les habitudes qu'il avait, où je le maternais, j'étais son tuteur, j'étais toujours là. C'était fusionnel. Bon, bref. Donc voilà. Alors je ne sais pas analyser la façon dont il se comporte là en ce moment, quoi, parce qu'il n'y a que l'argent qui compte. Je n'ai plus d'argent, est-ce que tu peux faire ceci, est-ce que tu peux faire cela, alors qu'il a des enfants, hein. Là, vous savez, nos auditeurs sont unanimes, hein. Si je lis les SMS qui arrivent, qui ne cessent d'arriver là devant moi, je lis Lynn qui nous dit il profite d'elle, voilà, et c'est que des messages comme ça qu'on a. Donc c'est très clair pour tout le monde, et ça l'est aussi pour moi, hein, que là vous êtes face à un homme qui profite, en effet. De toute façon, il vous le dit, hein, je pense que, puisque vous le dites vous-même, hein. Donc finalement il est même assez cash, hein. J'ai pas assez d'argent, il faut que tu vendes ton appartement, il faut que tu renfloues mon compte en banque. Voilà, c'est ça. Voilà. Si vous voulez, je n'entends parler que d'argent. Bon, il y a quelques jours où c'est calme, bon, je vois. Mais si vous voulez, la façon dont il se comporte lorsque je suis avec lui, bon, il est plus du tout câlin. Enfin, je veux dire, il ne se comporte pas comme si c'était mon amant ou mon petit ami ou je ne sais trop quoi. Et bon, c'est mon ex-mari. Oui, mais je pense que ça fait un bon moment qu'il vous manipule, votre ex-mari. Ça fait voilà, et vous êtes prise dans une relation de manipulation, et c'est pour ça que ça vous affaiblit beaucoup. Et il sait très bien, certainement, appuyer sur les bonnes touches pour que vous craquiez à chaque fois. Voilà, c'est ça, je pense, oui. Ouais. Voilà. Et comme et c'est vrai, moi je suis quelqu'un de très dynamique. Bon, je vous dis, j'ai des amis, j'ai des activités, je vais au cinéma, bon, j'ai une voiture, je suis quelqu'un de. Mais dès que je le vois, ça y est, je suis comme une serpillière. C'est ça la manipulation, ça n'a rien à voir avec l'amour. Voilà, parce qu'il sait comment faire. Donc ça, il faut que vous en ayez conscience, et il faut vous écarter de cet homme-là, il me semble, vous savez, Alix, parce que c'est dangereux pour vous. Vous avez aujourd'hui des biens, vous avez un appartement, vous avez votre voiture, vous avez vos amis, et vous pouvez tout perdre, hein. Voilà, tout perdre à 67 ans, c'est grave. Oui, voilà, c'est ça. J'ai déjà vendu un appartement que j'avais sur la côte pour le renflouer. Et mes enfants sont folles de rage. Mais évidemment. Bien évidemment. Non, il faut vous protéger. Nous étions encore mariés, hein, quand j'ai fait ça. Alix, c'est vraiment important de vous protéger. Et je pense aussi à toutes les auditeurs et les auditrices qui pourraient nous écouter et qui sont pris dans des relations de manipulation. Il n'y a qu'une façon de s'en sortir, c'est d'éloigner l'autre, de s'éloigner de l'autre. Voilà. Et si vous n'y parvenez pas toute seule, allez consulter quelqu'un qui vous aidera dans cette démarche et qui vous permettra aussi d'y voir clair. Parce que là, on a l'impression que vous n'y voyez que d'un œil, vous voyez ? Non, mais je n'y vois pas du tout. Un petit peu quand même, parce que vous savez bien nous expliquer quand même ce qui se passe. Vous voyez, donc vous voyez. Je le vis depuis 5 ou 6 ans, hein, ça dure cette histoire, et mes enfants ne sont même pas au courant que nous nous voyons, hein. Oui. Donc alors ça, si vous voulez, ça me pèse parce que je ne suis pas honnête par rapport à mes filles qui sont hyper protectrices avec moi.
Voilà. Donc, nous n'habitons pas dans la même ville, mais mes filles habitent à 200 km de chez moi. Mais bon, elles sont hyper protectrices. Elles savent que je suis seule. Mais bon, je suis quand même une femme. Je me débrouille. Je suis forte, entre guillemets, parce que quelquefois, je me donnerai des coups de pied aux fesses. Restez avec nous, Alix. On va, on va bientôt écouter le journal, justement. Mais restez avec nous et puis on vous reprend tout à l'heure parce que beaucoup d'auditeurs ont envie de vous apporter aussi des témoignages. La ligne est ouverte au 39 21 et je compte vraiment sur vos messages et vos réactions. Nous étions tout de suite avec Alix qui nous racontait son histoire et beaucoup de témoignages qui arrivent aussi pour elle, pour qu'elle puisse faire le point. Europe 1, Sabrina Philippe. Alix, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours là. Oui, tout à fait. Oui, donc je vous racontais toute mon histoire pitoyable. Je voulais vous dire aussi que depuis, je me sens coincée. Je me sens coincée. Oui, je me sens coincée. Je me sens investie de je ne sais trop quoi. Il faut absolument que je l'aide, mais voilà comment il me traite, quoi, en fait. Et ça m'empêche, si vous voulez, je suis pas non plus Charlie, une star de cinéma, mais on me dit que je suis une belle femme, je sais que je plais, mais ça m'empêche, si vous voulez, cette histoire, ça m'empêche de regarder ailleurs, alors qu'il me reste quand même peu d'années à vivre, correctement, si vous voulez, en pleine forme. Donc voilà, je me coince toute seule, en fait. Oui. Voilà. Et on disait là justement juste avant le journal que vous étiez prise dans une relation de manipulation. Et je crois que c'est très clair aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Les messages vont tous dans le même sens. Il y a Lynn qui nous dit ses filles n'oublie pas qu'elle est allée en hôpital psychiatrique à cause de son ex-mari. Et lui est revenu vers elle parce que sa jeunette l'a laissé. C'est ça, Voilà, tous les SMS vont dans le même sens. Même quelqu'un nous dit, Rika, peut-être qu'il a une addiction au jeu que vous ne connaissez pas. C'est pour ça pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de témoignages d'hommes là, non ? Alors écoutez, on a un témoignage justement d'homme, José, qui nous dit « J'ai connu une profiteuse aussi, je devais tout payer et elle me traitait de radin ». Voilà. Ah oui, d'accord. Vous voyez, donc je crois que la manipulation, ça concerne les hommes comme les femmes, vous savez. Oui, d'accord. D'accord. Mais si vous voulez, peut-être que j'agis de cette façon parce que maintenant, la solitude, surtout le week-end, la solitude me pèse parce que j'ai des amis. J'en ai une qui est veuve, l'autre deux autres qui sont mariés. C'est vrai que c'est pas évident. Puis j'habite quand même à 200 km de ma famille, de mes sœurs, et de mes enfants. Donc, si vous voulez, le week-end, moi, j'aime sortir, j'aime aller au restaurant, mais seul, c'est pas possible. Ou alors, s'il veut venir, c'est moi qui paye. Donc, ça va, quoi. C'est bon. Non mais Alix, moi je pense que vous le dites vous-même, je suis encore une belle femme, il y a des hommes qui me regardent. Oui. Donc parce que là, vous savez, vous avez l'impression de tromper votre solitude, mais c'est qu'une impression. Parce que cet homme-là, même si vous le dites bien, il partage un restaurant avec vous, mais c'est vous qui devez payer. Moi je pense que c'est une relation qui est dangereuse pour vous, Alix. Et je crois que vos enfants l'ont compris. C'est-à-dire que mes enfants, heureusement qu'elles ne savent pas... mes filles, qu'elles ne savent pas, même pas la moitié ni le tiers de ce que je fais pour lui, quoi, parce que sinon, ça serait le clash, quoi. Oui. Ça serait vraiment le clash. Mais parce que certainement qu'elles vous aiment et elles veulent vous protéger. Oui, tout à fait, mais oui, tout à fait. Et puis je pense qu'elles ont les yeux beaucoup plus ouverts que les miennes, quoi. Parce qu'elles ont bien cerné le personnage qui quand même du reste les a quand même élevés, parce que quand je les ai connus, mes filles étaient petites et il a été très
très présents pour leur éducation. Bon, voilà, elles ont de bonnes situations. Bon, là-dessus, très bien. Mais voilà, quoi. Et moi, je suis là comme une imbécile, parce que je suis une imbécile. Comme une imbécile à attendre quoi? Que le temps passe. Je ne suis pas heureuse, bien entendu. Mais évidemment. Parce que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui, justement, m'apporterait... Moi, je suis indépendante, hein. J'ai pas besoin de quelqu'un qui m'entretienne, hein. Bon, j'ai pas une grosse fortune, mais je me suffis, j'ai pas, voilà. Mais si vous voulez, j'ai besoin, là, maintenant, bon, d'affection et puis surtout de reconnaissance, quoi. Bon, il est même pas foutu. Moi, je vais chez le coiffeur toutes les semaines. Il est même pas foutu de me dire, ah ben, tu es bien coiffé ou bon, tu es bien habillé ou non. Son truc à lui, c'est bon, ben voilà, tu me sers de boniche, quoi. Voilà, c'est tout. Et le pire, c'est que je le reconnais. Bah oui, je vois bien que vous le reconnaissez. Alors bon, moi, je pense vraiment qu'il faut que vous faire aider là, Alix. Il faut vous faire aider, peut-être d'aller voir quelqu'un, même un tout petit peu, quelques rendez-vous pour mieux cerner la situation et pour vous dégager de cette relation. Elle est dangereuse pour vous, elle est néfaste pour vous, elle est toxique pour vous, cette relation. Et c'est dangereux, vous savez. Parce que, voilà, vous avez déjà perdu de l'argent, manifestement, vous avez déjà vendu. Oui, tout à fait. Vous vous rendez compte si vous vous retrouvez comme ça, sans rien, à 67 ans? Ah oui, tout à fait. Non, mais là, quand même, je suis un peu... Bon, pour ce qui est de l'argent, maintenant, stop, quoi. Bon, pour aller lui faire les courses s'il n'a pas de quoi manger. Bon, ça ne le fait pas maigrir, hein. Mais... j'ouvre la parenthèse. Mais... Moi, je pense qu'il faudrait arrêter complètement cette relation, Alix, parce qu'en fait, vous êtes prise dedans. Il n'y a qu'une solution, c'est de l'arrêter. Voilà. Voilà. Bah alors, bon, ce soir, nous en parlons, vous me dites qu'il faut arrêter et je dis oui. Bon, heureusement, là, il est parti, je ne sais où, bon, je ne peux pas le savoir. Moi, je pars en voyage la semaine prochaine, c'est parfait. Mais quand je vais revenir et que je vais le voir, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je vous dis, Alix, je vous dis, il faut que vous alliez voir quelqu'un pour vous aider à vous sortir de là. Tout le monde vous le dit vous-même. Donc, là, je pense qu'il faut prendre maintenant des bonnes décisions. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Alix. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté parce que c'est pas... Et bon courage et vraiment essayez d'ouvrir vraiment les deux yeux et bien grands. D'accord. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris mon appel. Merci à vous, Alix. Merci beaucoup. Bon courage à vous, surtout. Merci. Au revoir. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et on accueille tout de suite Micheline. Bonsoir, Micheline. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir. Alors, je voudrais me confier à vous. Eh bien, écoutez, je vous écoute. Alors, c'est pas grave. Je viens d'avoir 90 ans lundi dernier. Oui, bravo. Ah bah oui, bravo. Et alors, depuis, ça m'a secoué. Ça m'a perturbée, je sais pas, je suis toute chamboulée. Alors, là, j'avais mal dans le ventre cet après-midi. Enfin, j'ai fait un peu certainement une crise d'angoisse à l'idée d'avoir 90 ans. D'accord. Voilà. Vous n'aviez pas d'angoisse avant? Bah, un petit peu aussi chez mon tempérament d'avoir des angoisses. Hein. D'accord. Ça, c'est... Mais enfin, là, je dis, tiens, je vais me confier à... Je croyais que c'était Caroline, mais excusez-moi, c'est Sabrina. Voilà. Bon, alors je voudrais que vous me donniez, que vous me réconfortiez, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis là pour ça, pour vous réconforter déjà. Voilà. Quand même, je vous disais bravo tout de suite, parce que 90 ans, c'est Sabrina. magnifique. C'est magnifique d'avoir 90 ans. Il y a une autre façon de le voir, ce chiffre. 90, hein? Oui, 90, j'ai bien entendu, oui. bien sûr. J'ai bien entendu. Oui. J'ai bien entendu, je trouve ça magnifique, en tout cas. Vous trouvez ça magnifique? Bah oui. Pas moi. Hein. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je me dis, je suis près de la fin.
Ah bah, vous pouvez encore vivre longtemps, vous savez, de nos jours. Je peux aller jusqu'à 100 ans. Bah oui. Même au-delà. Dans quel état? Et là, vous êtes comment, Micheline? Oh bah, je suis autonome, ça va. Hein. Bon. Bon, j'ai mal un petit peu dans le bas du dos, vous savez, à mon âge. Hein. Autrement, j'ai mal nulle part. Hein. Bah, écoutez, j'ai pas mal dans les jambes, j'ai pas mal dans les genoux, ni rien du tout. Bah, c'est formidable. Ben oui. Ça veut dire que vous avez une bonne constitution. Vous vous rendez compte, 90 ans et des petites douleurs comme ça. Des petites douleurs, mais qui me font mal quand même quand je marche, hein, un peu. Enfin, c'est normal, hein. Bien sûr. À mon âge. Alors pourquoi ça continuerait pas, Micheline? Comment? Pourquoi ça ne continuerait pas? Vous savez, 90, c'est juste un chiffre. Hein. Ben oui, c'est vrai. C'est juste un chiffre. Oui, c'est vrai que c'est juste un chiffre. Bon, bah, écoutez. Parce que c'est vraiment formidable de pouvoir vivre, voilà, déjà jusqu'à 90 ans, dans cette autonomie que vous décrivez. Oui. Voilà. Et puis. Toute ma tête encore. Eh ben voilà, c'est le principal. Oui. Alors, c'est pas parce que d'un seul coup vous passez à 90 que tout va s'arrêter. Ben, j'espère que non. Ben voilà, c'est juste ce que je vous dis. Mais c'est idiot d'être comme ça, hein. Je m'en veux. Je me dispute toute seule. Bah, écoutez, je pense que c'est pas idiot. Vous voyez, je pense qu'à chaque décennie, en fait, on a une prise de conscience. Voilà. Hein? Surtout quand on arrive à cet âge-là, quoi. Je crois à tout âge. Vous savez, vraiment à tout âge. J'entends des personnes qui disent, bon, elles arrivent à 30 ans, oh là là, je vais avoir 30 ans, oh là là. Et à chaque fois qu'on passe, mais oui. Dis donc, si j'avais 30 ans, moi, je gambadais partout, moi, à 30 ans. Bah, vous gambadez encore? Ah, bah, moins bien quand même. Moins bien, mais vous gambadez toujours. Oui, ah bah oui. Voilà. Oui. Et j'ai fêté mes 80 ans, j'étais superbe. Oui. Et vos enfants, vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 fils, j'ai 8 petits-enfants qui sont adorables. Je ne peux pas dire le contraire, ils sont adorables. Bon. Alors là, je vais fêter ça samedi. Parce que dimanche, il y a mon fils, il y a des gens qui viennent de Lyon, de tout ça. Alors ils sont obligés de partir le dimanche. Oui. Et on va fêter ça le samedi prochain, là. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi, ça me fait quelque chose. Oui. Ça me bouleverse un petit peu, ça me chagrine, quoi. Il n'y a pas vraiment de raison d'être chagriné là, puisque en plus vous avez vos enfants, vos petits-enfants qui sont formidables, qui sont autour de vous. Adorables, vraiment en plus, adorables. Donc là aussi, c'est une grande chance, vous savez, Micheline. Ben, c'est-à-dire que j'ai l'impression, j'appréhende avant, mais quand je serai là-bas, chez mes enfants, eh ben, je serai toute contente. Bah oui, je crois aussi. Hein? Je crois aussi. Je crois que c'est ce qui va se passer. Oh, c'était juste le petit passage au 9-0. Voilà. Bah oui. Il y a Marie qui nous dit « Bonsoir, mais c'est super. Allez, Micheline pourra commencer à angoisser seulement dans 10 ans. » Vous voyez? Oui, ah oui. Bon, si vous avez une petite crise d'angoisse tous les 10 ans... Oui, une petite angoisse dans les 10 ans. C'est supportable. Ben, j'avais mal dans le ventre, j'avais mal partout, quoi. C'était de l'angoisse. Oui. C'est ça. Bon, bah... Vous m'avez réconfortée. Ah ben j'en suis contente, Micheline. Ah oui, vous m'avez fait du bien parce que vraiment, je le supportais mal. Je sais pas pourquoi j'ai mal pris ça comme ça. Bah écoutez, moi je trouve ça, vous savez, je vous dis assez normal finalement. D'un seul coup, on a une petite prise de conscience parce que c'est un chiffre un peu plus symbolique qu'un autre. Ah bah oui, voilà. quand même. Hein, oui. Mais le principal, c'est que vous alliez bien, que vous soyez entouré. Jusqu'à maintenant, oui. Enfin, j'ai le cœur aussi qui bat la breloque un peu, mais enfin, ça va. Alors Micheline, on a Colette qui souhaiterait réagir à votre témoignage. Bonsoir Colette, oui. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir Colette. Eh bien, moi aussi, j'ai 90 ans, je suis comme vous. Eh ben, bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu que vous aviez des angoisses, mais on a toutes des angoisses, et les angoisses sont la nuit. Oui. Voilà. Et vous, ça vous a rien fait d'avoir 90 ans? Eh ben, je suis comme tout le monde, je me force à le supporter.
Ben oui. Bien sûr. Et vous allez bien? Vous êtes bien? Oui, je vais bien. Oui. Je sens que vous dites que vous avez le cœur qui bat la breloque. Et ben moi, j'ai une pile. Ah bon? Alors maintenant, il bat pas la breloque. Alors Colette, vous allez partir en croisière, c'est ça? Oui, je pars en croisière le mois prochain au Cap Nord. Ah bah dis Au Cap donc. Nord? Oh bah oui. Alors là, tous mes compliments, hein. Alors, vous voyez, mais il faut se pousser, il faut pas se laisser aller. Oh mais je me laisse pas aller. Oh là là, je suis coquette. C'est ce qu'il faut. Je suis très coquette encore et tout, attention, hein. Ben, c'est ce qu'il faut. Moi aussi, je suis Voilà. Oui, Moi aussi, je suis coquette. En plus, je pars au Baléares au mariage de mon fils. Vous n'arrêtez pas de voyager, Colette? Bah oui. Oui. Je me suis acheté des jolies robes pour partir pour le mariage. Ah bah c'est bien. Alors, vous voyez, ça va. Vous êtes vraiment formidables toutes les deux, hein. Franchement, voilà. C'est deux beaux témoignages là, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Je pense que voilà, quand on peut continuer à faire tout ce qu'on aime, bah, c'est ça la jeunesse en fait, hein. Ben oui. Il faut s'aider soi-même aussi. Oui. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui. Ça, il ne faut pas dire on est malade, on a ci, on a ça, il faut se pousser. Ah ben oui, c'est ce que je fais moi. Hein. Je reste pas comme ça non plus à me lamenter. Hein. Mais je sais pas pourquoi là, je l'ai mal pris quoi. Ça m'a un peu. Oui, moi. C'est vrai quand même, 90 ans, ça commence à faire. Hein. Bien sûr, bien sûr, mais. Je conduisais ma voiture jusqu'à maintenant, mais maintenant je l'ai donnée à mon fils. Ah ben voilà. Parce que je trouve que c'est plus prudent. Ah ben oui, ça c'est vrai, vous avez raison, hein. Ne vous en faites pas et je vous souhaite une bonne nuit. Eh ben oui, puis moi je vous fais un bisou. D'accord, moi de même. Au revoir Colette. Merci. Merci beaucoup Colette, merci beaucoup. Allez, au revoir. Eh ben écoutez Micheline, je crois que on a beaucoup de témoignages en tout cas qui vraiment sont admiratifs. Hein, oui, bien sûr. On a beaucoup de témoignages. Quelle jeunesse, quelle merveilleuse femme, nous dit Isabelle. Voilà. Donc vous avez des témoignages là qui vous montrent que c'était juste un petit chiffre à passer. Et puis, voilà, encore. C'est quelques jours à passer. Puis voilà. Après, ça ira mieux. Et puis avec vos enfants, ça va être formidable aussi. Oui. Hein? Bon. Et puis alors j'ai un bracelet de mon fils, m'a fait la guerre parce qu'il est pharmacien mon fils. Oui. Alors il m'a fait la guerre, il m'a dit maman, il faut que tu aies un bracelet de vous savez comment qu'on appelle ça? Un bracelet d'appel, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. D'accord. Et j'ai eu ça par ma complémentaire. D'accord. Bon, d'accord. Oui, c'est juste une sécurité. Pas ma complémentaire, si, j'ai eu ça là, comme ça. D'accord, oui, c'est une sécurité en fait, tout simplement, si jamais vous aviez un problème. Exactement, il m'appelle pour savoir si ça va bien, enfin le matin, l'après-midi, tout ça. Mais il est très proche de vous, Micheline. Voilà. Hein, il est très proche de vous et c'est ça aussi qui est magnifique. Oui, et puis le chose là que j'ai là, au bracelet, j'ai pris le bracelet. Alors j'ai le bracelet et puis c'est eux qui me demandent si ça va, si tout va bien. Enfin, je suis quand même sécurisée un peu quoi. Vous êtes sécurisée, vous êtes très entourée. Voilà. Et je pense que ça va être une très belle fête. Oh, puis là, j'ai eu un petit coup de cafard, un petit coup de blues, quoi. Oui. Mais j'aime bien rire quand même. Oh je vois bien. Mais j'espère que ça va mieux, en tout cas. Hein? Merci beaucoup, Sabrina. C'est moi qui vous remercie, Micheline, parce que c'était mon appel et d'avoir été si gentille. Mais c'est moi qui vous remercie. Et tous les auditeurs qui appellent pour moi, vous les remercierez aussi. Eh ben, ils vous entendent. Ils m'entendent. Bah oui, bien sûr. Ah bon? Bah oui. Ah c'est bien. Je suis contente. Je vous souhaite une bonne nuit, Micheline. Merci. Et un bel anniversaire. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup de m'avoir entendu. Au revoir. Ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Voilà. Allez, au revoir Sabrina. Au revoir Micheline. Au revoir et tout le monde. À tout le monde. Au revoir. Europe 1, Sabrina Philippe.
Vous avez carte blanche sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin et je souhaiterais vous lire le message Facebook d'Isabelle adressé à Lydia, une personne qui nous avait contacté en tout début d'émission. Je voulais répondre à la personne qui était inquiète pour sa première rencontre avec quelqu'un qu'elle ne connaît que virtuellement. J'ai rencontré mon nouveau compagnon sur Facebook il y aura 7 ans en août. Après de longs mois virtuels, nous nous sommes rencontrés et nous vivons depuis une belle histoire d'amour, même s'il y a entre nous 1500 kilomètres. Voilà un joli témoignage qui pourra peut-être réconforter Lydia dans sa rencontre demain. La libre antenne, la nuit. Et nous accueillons tout de suite Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors, pourquoi nous appelez-vous ? Voilà, moi je veux répondre au témoignage d'Emma. Oui. Qui m'a quand même pas mal perturbée. Je n'ai pas entendu le début. Je suis arrivée juste au moment où elle pleurait, où elle a raconté la fin de son histoire. Hein. Oui. Et moi, je voulais témoigner parce que j'ai subi la même situation. D'accord. J'ai été fâchée avec ma maman pendant au moins 5 ans, 6 ans même peut-être. Oui. Et c'est dur, c'est très très dur. Oui, c'est très difficile. Ça s'est passé le soir du mariage d'une de mes filles en plus. Elle se trouvait mal placée, elle a fait tout un cinéma, donc elle a demandé à être raccompagnée, je l'ai raccompagnée chez moi. Bien sûr, la soirée a été complètement ratée. Oui. Et le lendemain, elle est rentrée chez elle, nous n'habitions pas la même ville. Et après, j'ai téléphoné plusieurs fois, et à chaque fois, c'était des reproches, enfin, ça allait vraiment pas bien du tout, et elle me faisait pleurer à chaque fois, à chaque coup de téléphone. Donc, j'ai fini par dire, je ne téléphone plus. Oui. J'ai cessé de téléphoner, et ça a duré 5 ans, à peu près, 5-6 ans. Et pendant ces 5-6 ans, j'ai fait une dépression, hein, et j'ai dit un jour, pas de problème, bon, je rentre à l'hôpital, je suis rentrée à l'hôpital, on m'a soignée quelques jours à l'hôpital, et on m'a envoyée dans une maison pour dépression légère, hein, parce que j'étais pas en dépression très 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 grave. Et cette dépression, c'était essentiellement justement parce que vous aviez eu ce conflit avec votre mère ? Voilà. Disons, oui, j'étais quand même mal, disons. Pas déprimée à 100%, prête à me suicider, hein, mais vraiment pas bien du tout. Et après, j'ai eu affaire à l'hôpital à des médecins très sympathiques qui m'ont dit, puisque c'est ça, on va vous envoyer dans une maison qui fait maison de repos et qui fait en plus, qui soigne les dépressions légères comme ça, hein. Et là, j'ai eu pendant 3 semaines des groupes de parole, des psychiatres, enfin des psychologues, beaucoup de gens qui nous faisaient des groupes très intéressants. Et on m'a dit un jour, avant de sortir, parce que je suis sortie de 3 semaines, on m'a dit, Marie, maintenant, il faut être courageuse, il faut grandir, allez, bon, du courage. Et j'ai compris que ce courage, eh bien, ce qu'il fallait faire, c'est essayer de récupérer ma mère, que je n'avais pas vue depuis très très longtemps. Et j'ai pris le train, parce que je n'habitais pas la ville où elle habitait. Je suis arrivée à la gare, toute seule, avec ma petite valise à roulettes. Je suis allée à l'appartement, j'ai monté les étages, j'ai sonné à la porte, et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Je reprends le premier train ou je reste. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Marie ? Je suis restée. D'accord. Nous avons discuté relativement calmement, parce que j'ai une mère qui était très autoritaire et qui ne fallait pas contrarier. Mais je crois que ma cure m'a fait quand même du bien. Nous avons discuté. Je suis restée 3-4 jours et ça s'est arrangé petit à petit. Pendant tous les mois après, je suis venue passer 3-4 jours avec elle parce que mon papa était décédé. Oui. Et j'ai continué. Et un jour, comme ma mère était cardiaque, on m'a dit, elle est à l'hôpital, elle fait un édème pulmonaire, arrivez le plus vite possible. D'accord.
nous étions relativement réconciliés. Oui, oui. Elle avait quand même compris que le sujet était finalement pas si grave que ça, parce que pendant 5 ans, elle n'a pas profité de ses petites filles et de mes petits-enfants. Bon, ça a été quand même dramatique pour elle aussi, je suis sûre. Hein. Tout à fait. Je suis sûre qu'elle m'aimait certainement, mais à sa façon. Et donc, j'ai pris le premier train, je suis partie à l'hôpital. Et vraiment, c'était la fin. Oui. Et je dois dire mourir d'un édème pulmonaire, c'est l'horreur. Ça a dû être très difficile pour vous aussi de voir votre maman comme ça. À peu près à la clinique, à l'hôpital. Elle était déjà dans un semi-coma, mais je suis sûre qu'elle m'a entendue parce que elle se battait et moi je l'ai calmée. Quand je lâchais ma main, elle se remettait à s'énerver. Dès que je la retouchais, recaressais, elle se calmait. Ça a duré jusqu'à 8h le soir. Oui. 8h le soir, mes sœurs sont arrivées, mais elles n'ont pas pu supporter. Et moi, je suis restée jusqu'au bout. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout? Et voilà, jusqu'au bout. Et je suis... À 5h, le médecin m'avait dit, de toute façon, et maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il faut attendre, mais c'est la fin. Et voilà. Et je sais que si je n'avais pas fait le premier pas... Vous n'auriez pas vécu ces moments avec elle? Eh bien, maintenant, je serais mal. Oui. Encore. Oui. J'espère qu'Emma nous écoute toujours. Hein. Déjà, pour tout votre témoignage, merci Marie pour ce témoignage. Déjà, il y a une chose aussi, c'est que finalement, vous avez été dans une maison de repos qui a été aussi finalement très efficace parce qu'il y avait des... 3 semaines et super bien. Je me suis fait des amis, on a vraiment... c'était bien. C'est peut-être justement ce qu'Emma n'a pas trouvé de son côté, puisque vous voyez, elle était... Voilà. Il faudrait qu'elle trouve une maison... qui puisse vraiment l'aider comme ça à se remettre sur pied. Tous les matins, on avait rendez-vous avec la psychologue et on avait des groupes de parole aussi. Et là, chacun, sa rancœur, ça passait. Hein, et quand je suis partie, on m'a dit oui, mais maintenant, c'est pas tout, mais il faut grandir. Hein. Oui. Jusqu'à présent, j'avais l'impression que j'étais peut-être encore restée une petite fille, avec une mère autoritaire. Et maintenant, ça m'a énormément renforcée pour tout. Non, mais c'est vraiment, c'était une prise en charge très efficace et je pense que, voilà, toutes ne sont pas efficaces de la même façon. C'était, a priori, pour Emma, ça n'a pas été suffisamment efficace, hein. Et c'est important de le dire aussi. Voilà. C'est important de le dire. Voilà, donc, parce que les quelques jours passés à l'hôpital, ça a été quelques médicaments, mais j'avais pas besoin d'y rester à l'hôpital. Voilà. C'est surtout finalement cette maison de repos qui vous a permis de vous remettre d'aplomb et puis de comprendre des choses aussi. Et de comprendre qu'il y avait des gens avec moi et il y avait des choses bien pires que la mienne. Oui. Que mes problèmes. Et depuis, ça m'a vraiment renforcée. Et j'ai eu plein de problèmes depuis. J'ai perdu mon mari, j'ai eu des tas de problèmes. Mais ça m'a renforcée et maintenant je me bats, je sais me battre. Ça vous a appris à vous battre. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui. Et pourtant, ma mère était très autoritaire. Et moi, je suis bretonne, hein, peut-être autoritaire, mais enfin, voilà. Et je trouve que Emma est très touchante. Et je ne sais pas quel âge elle a, parce que j'ai pris en cours quel âge a-t-elle ? Oui, elle a 50 ans. 50 ans, elle est très jeune. Oui, tout à fait, elle est très jeune et tout peut encore changer. Elle est très jeune. Et ce témoignage que vous nous apportez est très important parce qu'en effet, tant qu'on a la possibilité justement de renouer avec des proches. Voilà, et moi aussi, j'avais tout le monde contre moi. Toute ma famille était contre moi. Moi, j'étais la mauvaise, j'étais vraiment la... C'est fâché que sa mère, mais ça se fait pas, ça. C'est pas possible. Non, tout à fait. Tout à fait. Mais merci beaucoup, hein. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage. Si elle peut me rappeler, hein. D'accord. Écoutez, on va lui transmettre. Et puis voilà, vous avez dit l'essentiel. Finalement, ça vous a permis d'être proche de votre maman pour ces dernières années. Les personnes qui sont dans cette situation, eh bien, qu'elles fassent le premier pas. Il faut le faire. Hein. C'est pas important qui fait le premier pas, c'est ce qui se passe après qui est important. Voilà,
Voilà, parce que quand j'ai frappé à la porte, j'avoue que quand même, j'étais pas très fière. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je me suis dit, je reprends le premier train ou je reste. C'était quand même primordial. Et tel que je connais ma mère, elle aurait pu me refermer la porte au nez. Mais là, elle l'a pas fermée, en tout cas, elle l'a ouverte. Non, parce qu'elle a dû souffrir elle aussi. Oui. Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage. Et puis, j'espère qu'Emma l'aura entendu également. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, Marie. Merci beaucoup. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et on accueille tout de suite Maxime. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Sabrina. Tu Marina, c'est ça? Sabrina. Sabrina. Désolé. Pas de problème. C'est joli, c'est encore plus joli. Merci. Alors, vous nous appelez ce soir? Vous avez... Oui, en fait, je sais pas trop comment réagir face à plusieurs pathologies. Oui. Il y a bientôt 18 mois, bientôt 2 ans même, j'ai commencé à perdre l'usage de mes jambes à cause d'une neuropathie périphérique. Donc, et puis on m'a découvert un problème de maladie immunitaire et à force de faire des examens, 14 hospitalisations en un an, on m'a découvert un cancer du côlon, mais bon, qui est en rémission. Apparemment, ça va. Et puis récemment, on m'a découvert un lymphome. Mon aorte est couverte de très gros ganglions de 30 mm. Et les médecins disent que c'est un cancer du sang, évidemment. Et en fait, ce qui m'embête le plus, c'est que j'avais une très bonne relation avec toute l'équipe médicale du CHU, donc je suis suivi, je ne donnerai pas le nom, évidemment, mais... Et la dernière fois que j'étais hospitalisé, une des neurologues qui m'avait fait un EMG, un électromyogramme, et qui avait analysé mes scanners, mes scanners pour les comparer avec les précédents, m'a dit c'est pas top, ça se dégrade. Et j'ai dit, bon, c'est pas cool. Non, et lorsque le vendredi matin, ils sont passés avec l'équipe de neurologues, d'oncologues, d'internes, etc., et externes, le responsable du service m'a dit tout va bien, il n'y a pas de souci, etc. Vous avez dans un mois un entretien avec un de nos confrères, une consultation avec un de nos confrères. À qui on a besoin de poser quelques questions. Donc, on vous donne l'enveloppe et puis vous lui donnerez. Pour l'enveloppe, pour une fois, a été achetée, enfin fermée. Alors, vous imaginez bien qu'en rentrant chez moi, je vais ouvrir l'enveloppe. Mais comme j'ai pas avoir une formation scientifique, je suis pas médecin. Et j'ai demandé à plusieurs de mes médecins en dehors de ce CHU de faire une explication de texte. Ils m'ont dit c'est pas cool, c'est pas à nous de te le dire, mais t'as un cancer du sang et on est consterné, on n'aurait pas dû te le cacher, quoi. Et là, du coup, j'ai rendez-vous lundi matin avec cette spécialiste, mais bon, j'ai plus confiance du tout, je sais plus quoi faire. Est-ce que j'ai continué à les consulter ou est-ce que je cherchais ou rien, ou rien, c'est-à-dire soit un hôpital à l'étranger ou arrêter définitivement ces soins parce que si j'ai plus confiance, ça sert à rien. La neurologue qui m'avait dit, qui avait été franche avec moi, qui a toujours été très franche, qui me faisait ses comptes rendus assis sur le bord de mon lit, qui me prenait par la main
Et ben ce jour-là, elle était tout au fond de la pièce, derrière ses internes, les bras croisés. Vous connaissez mieux que moi le vocabulaire de la gestuelle. Et quand je l'ai regardé, parce que lorsque son responsable me disait que tout allait bien, je suis tourné le visage vers elle et elle a tourné le visage vers lui. Je dis bon, comment faire? J'ai plus confiance. Je voulais pas la mettre mal à l'aise en intervenant. Et je sais pas quoi faire. Bon, vous savez, parfois, les équipes médicales comme ça essayent de différer un peu. Hein. Ils attendent un petit peu pour donner des résultats qui ne sont pas bons. Tout simplement parce qu'ils peuvent être amenés aussi à consulter d'autres confrères. C'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. En fait, ils ont reporté le rendez-vous que j'ai lundi matin. Il devait avoir lieu il y a 3 semaines. Et on m'a appelé la veille pour me dire on a consulté d'autres CHU pour avoir des avis. Et un médecin extérieur à ce CHU me dit tu sais, il y a des gens qui veulent pas savoir. Non, peut-être aussi, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que peut-être que c'est pas là, c'est pas une question de... Alors je comprends tout à fait ce que vous dites, hein, Maxime, sur la confiance, d'accord ? Mais avant de se prononcer sur des diagnostics aussi graves, ils ont parfois besoin d'aller avoir des consultations chez des confrères. Donc ils diffèrent. Donc en différant, mais ils disent non, ça va bien pour l'instant, pour se laisser le temps justement d'y voir un peu plus clair. Ouais, mais je suis un grand garçon, on m'explique les choses, je les comprends. Bien sûr. Mais certainement qu'ils vont vous expliquer des choses. Hein. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Enfin bon, c'est plus difficile quand on vous cache les choses et quand on vous ment. Et attendre ensuite 1 mois et demi à avoir un rendez-vous, quand on s'aperçoit que vos autres médecins vous disent c'est consternant ce qu'on t'a fait parce que on aurait dû t'expliquer, tu sais comprendre, tu es scientifique, tu peux comprendre. Et là, il y a 1 mois et demi à attendre. Et pourquoi on me cache tout ça? C'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Je comprends bien qu'ils ont besoin que c'est compliqué, mais bon, c'est beaucoup plus inquiétant quand on apprend qu'on vous ment et qu'on vous cache des choses. Bien sûr. Mais je le comprends tout à fait, hein, Maxime, vraiment. Vraiment. Maintenant, je vous dis, vous avez une équipe médicale quand même qui vous suit depuis un certain temps. Oui, 18 mois bientôt. Et ils sont bons. Enfin, ils passent par pour être les meilleurs, mais bon. Ils sont adorables en dehors d'une porte de prison avec laquelle j'ai du mal, mais sinon toute l'équipe, que ce soit les infirmières, les soignantes, les médecins, les neurologues, les oncologues, etc., sont vraiment des gens géniaux. Et j'ai de la chance d'être bien accompagné, mais voilà, ça c'est dur d'apprendre qu'on vous ment et qu'on vous cache des choses. Et vous pourriez leur dire ? Mais lundi matin, j'ai ce rendez-vous et je passerai dans le service pour leur expliquer ma façon de voir les choses. Oui, exactement. Vous pouvez leur dire. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter cet accompagnement qui jusqu'à maintenant quand même a été finalement assez satisfaisant pour vous? Non, ils m'ont trouvé, satisfaisant dans le sens accompagnement, mais bon, ils m'ont trouvé que de nouvelles pathologies et aucune façon. Pour ma neuropathie, ils ont essayé les 2 seuls traitements qu'ils connaissaient. Le premier, j'ai fait une forte allergie, le deuxième n'a fait aucun effet. Et donc, comme il était très pénible, ils ont accepté de l'arrêter après 7 mois. Et puis voilà, je me demande si ça vaut le coup de continuer, parce qu'en fait, les médecins me disent, écoute, ça va être soit très pénible, soit court. D'accord. Bon, pénible, parfois c'est pénible pour avoir un résultat. Hein? Ah non, très pénible comme traitement, en fait. Oui, très pénible comme traitement, mais parfois pour avoir un résultat et qui peut amener parfois à une guérison. Là, c'est pas l'avis de mes autres médecins, c'est une prolongation, en fait, quelques mois de plus.
Donc, ils me disent, tu verras bien ce qu'on te dira, mais est-ce que ça vaut le coup Qu'est-ce que vous voulez, vous, Maxime? Qu'est-ce que vous voulez? 6 mois. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, vous, Maxime? Parce que c'est ça qui est important dans une situation comme celle-là. Là, j'ai envie de l'accompagner. J'ai un enfant qui va avoir 15 ans. Je veux l'accompagner encore un peu. Oui. Mais bon, du coup, si c'est souffrir, avoir tous les effets indésirables, parce que bon, j'ai eu un cancer déjà et je connais les effets indésirables, enfin les effets secondaires. Et c'est la moitié de la journée à genoux devant les toilettes. Enfin bon, je vous passe le détail. Et pour gagner 6 mois, non. Non, oui, en plus, je n'ai pas de problème avec la fin de vie. La vie est et la première MST qu'on connaît, elle est sexuellement transmissible. On en souffre parfois et on sait comment elle se termine. C'est pas un problème pour moi. Dis donc, c'est quelque chose de dire ça quand même. C'est pas un problème pour moi. Hein? Non, vraiment. Bon, non, mais félicitations parce que vous êtes quand même dans une situation qui est assez difficile. Et je trouve que vous avez une certaine force. Oui, c'est ce que vient. Par contre, j'avoue qu'avec 2 ans, on m'a obligé de m'arrêter de travailler. Le médecin du travail, une femme adorable, m'a expliqué que mon travail, c'était ma façon de vivre, mais qu'il fallait que je m'occupe de ma santé. Et donc, elle m'a déclaré inapte. Elle a eu raison, j'ai occupé de votre santé, puis les jours où vous serez soigné, si c'est possible, je vous autoriserai à retrouver votre travail. Mais en fait, je me suis fait aider parce qu'après presque 10 mois, aujourd'hui 18 mois, j'avais fait un peu une déprime lors de mes hospitalisations. Oui, ce qui est tout à fait normal aussi, avec autant d'hospitalisations. Ouais. C'est vraiment normal. Hein. Ouais, les médecins m'avaient fait venir un psy avec qui j'avais pu discuter pendant 1h30, 2 heures. Il m'a dit, faites-vous aider, on serait déprimé à moi. Bah, bien sûr. Elle n'attendait pas que ça dérive en dépression. J'ai trouvé un très bon psychiatre, ami d'amis, que je vois tous les 15 jours et qui m'aide beaucoup. Donc, du coup, ça va bien. Et puis, bon, j'ai une relation particulière avec ta fin de vie. Donc, c'est pas gênant, c'est juste le mensonge qui me gêne. Je comprends. Maintenant, je pense que c'est un mensonge, en fait... qui n'avait pas pour but non plus d'être malveillant, si vous voulez. Je pense qu'ils ils ont pas su comment gérer les choses. Pour vous, là, ce qui est important, finalement, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez aussi laisser à votre fils. Oui. C'est ce que vous voulez faire de la vie qui reste. Ben oui, je vais lui offrir, et puis je vais profiter et manger la vie par les 4 et debout, et puis offrir tout ce que je peux à mon fils. Et puis bon, après au niveau matériel, ça je sais que j'ai tout prévu depuis bien des années, donc il n'y aura pas de souci, mais vous trouvez le matériel, ça vaut pas grand-chose. Mais je suis un peu là en train de tourner chez moi depuis 18 mois et c'est compliqué. Je comprends que ce soit compliqué. On a un message là de Pépita qui dit « Bonsoir, je crois que Maxime devrait dire ce qu'il pense à l'équipe médicale pour que cela ne recommence pas. » Oui, c'est ce que je vais. Merci, Pépita. Et lundi matin, après son rendez-vous avec ce spécialiste, je remonterai. C'est un CHU, donc le plus grand de France. Je ne dirai pas le nom pour pas non plus les dénigrer parce qu'ils ont vraiment été géniaux jusqu'à cet événement. Mais j'irai voir l'équipe et leur en parler. Oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, vraiment, Maxime, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà. Merci pour votre écoute. Et encore beaucoup de jolies choses à vivre. Oui,
y en a encore. Même si elles sont condensées, mais il y a toujours des jolies choses à vivre. Elles sont pas longues, mais il y en aura encore. Il y en aura encore. Et puis, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous, Maxime. Merci. Au revoir. J'ai été très heureuse de passer cette soirée avec vous et je vous retrouve demain pour recueillir vos témoignages, vos réactions et puis également tout le week-end. J'aurai ce plaisir-là. Alors je vous dis à demain.